Certains le pensaient éteint, mais Charles Oliveira prouve qu'il peut toujours illuminer la planète UFC en rallumant la flamme du MMA brésilien. Beaucoup disaient que c'était trop tôt, lui a prouvé que ce n'est que le début d'une nouvelle lumière qui pourrait le conduire face à Max Holloway pour la ceinture BMF. Bienvenue à tous dans le Fighter Club Sunday, la seule émission qui vous raconte tout ce qui s'est passé sur la planète sport de combat cette semaine. Dana White Contender Series, UFC, KSW et une nouvelle organisation qui débarque sur nos chaînes. Très content de vous accueillir sur RMC Sport 1, chaîne 33 de votre box SFR, sur la chaîne Twitch. Et bonjour à tous ceux qui vont nous regarder en replay sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat. Vous connaissez déjà l'exercice, petit pouce bleu, abonnement, commentaire. On a accompagné Gianito comme toutes les semaines. Comment ça va, Gianito? Bonsoir Sacha. Comment ça toujours va aussi formé, hein? Eh bah attends, en plus, comment ça peut ne pas aller ce soir? Bah je sais, comme t'es brésilien, je sais que t'as fait la fête hier soir. Bah ouais, j'étais sur les champs moi. Ouais. Attends, 4h du matin en train de courir. En train de crier Dobro. Dobro. Non, Predado. Non. Non, de bronze, Non, je de reste. bronze, Autant pour moi. On continue la présentation du plateau et on a de la chance puisque c'est la deuxième fois qu'il vient dans le canapé du Fighter Club Sunday. C'est Alfan Rochelab, combattant KSW chez les moins de 61 kg, 10e du classement de l'organisation polonaise. Tu vas faire ton retour ce week-end en République tchèque. Comment ça va, Alfan? Ça va, merci. Pardon, j'ai bégayé sur ton prénom. Ça va, Alfan? T'inquiète, ça va très bien. Eh ben, on est très content de te recevoir. On a un très gros sommaire que je vous propose de découvrir en images tout de suite, les amis. On va commencer avec Charles Oliveira qui ne fait qu'une bouchée de l'ancien double champion du KSW, Mateusz Gamrot. Deuxième victoire pour un Brésilien en main event à l'UFC cette année. Et avec la manière superbe étranglement arrière qui fait taper pour la première fois de sa carrière le combattant polonais. On viendra également sur les Dana White Contender Series, c'est le tremplin pour rentrer à l'UFC. Il faut choquer le grand patron pour obtenir son contrat. Une soirée riche en signatures, avec peut-être l'un des combats de l'année ou peut-être l'un des plus beaux combats de l'histoire de ce sport. Ça commence avec beaucoup d'engagement et ça finit très mal. Deux invités sur le plateau aujourd'hui. Damien Lapillus qui va faire son retour au Warriors Night Championship en Suisse à Genève chez les moins de 66 kg. Et Alfan Rochelab qui retente sa chance en République tchèque au KSW face à Lee dans la catégorie des bantamweight. Qu'est-ce que j'ai chaud, c'est incroyable. On a un très gros programme et il faisait très chaud dans la salle de l'UFC à Rio. C'est Charles Oliveira qui a brillé dans une ambiance complètement folle. Le nouveau nommé prédateur a une nouvelle proie en vue, le BMF Max Holloway. Mais on va revenir tout d'abord sur ce fight en images puisque c'est un peu le principe de l'émission quand même. Oui. Déjà, est-ce que vous étiez réveillé hier soir? Bien sûr. Ouais, jusqu'à 4h du mat. Je me suis réveillé pour le combat. Wow, ça c'est la passion qui parle. Quand t'as un combat la semaine d'après. En Fight Week, faire ça, franchement, respect. Ouais, mais je kiffe, j'adore Oliveira. Ouais, c'est normal. Comment tu peux le détester? Tu sais que le pire, c'est que j'ai même pas mis de réveil. C'est mon corps, naturellement, je me suis réveillé. Ah, pile poil pour le combat? Bah, il y avait le combat juste avant qui se finissait. Ok. Il s'est réveillé. Bon, quel timing. Bah ouais, si vous l'avez manqué en tout cas vers 4h du matin sur RMC Sport 1, il s'est passé ça. Et Charles Oliveira nous a gratifié d'un magnifique finish pour augmenter encore son record de finish à l'UFC. Différentes manières qu'il a réussi à soumettre ses adversaires. Regarde comment il attaque en haut, il place le crochet en bas, et là il est sur l'étranglement, il est pas mal. Hein. Là il est sur la mâchoire, il va compresser la mâchoire de Gamrot. Et regarde, Gamrot essaie de pousser le bras par-dessus, donc ça c'est pas la meilleure technique de défense. Il va taper. Ouais, il fait taper, ça y est. Il a fait taper Mateusz Gamrot. C'est la Magnifique première victoire de fois Charles Oliveira que Gamrot tape. Wow. Waouh, quelle performance, quelle victoire de Dobronx. Et c'est ça aussi la force de Dobronx, hein. Il peut perdre un combat, on se dit ça y est, c'est la fin. C'est toujours l'éteindre. Ah, il a fini tout rouge, Mateusz Gamrot, les amis, on l'a dit vers 4h du matin. Bon, toi, t'es allé sur les champs pour célébrer. Ouais. Alfan, il était réveillé pour ce moment-là. Il y a Damien Lapillus qui nous a rejoint. Mais toi, je sais que tu te reposais avant ce combat de Charles Oliveira. Ça, ouais. Je me suis reposé. La prépa m'a vraiment fatigué. Et la preuve, ça se voit à ma tête. Hein. Non, franchement, t'es frais. Donc voilà. Mais non, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et sur ce camp, je suis très content parce qu'on a fait ce qu'il fallait.
Maintenant, on verra la suite, mais en tout cas, on y va avec toutes les armes. On va en reparler en fin d'émission et on le rappelle, tu combats la semaine prochaine en Suisse pour une ceinture chez les moins de 66 kilos. Exactement. Merci encore une fois d'être avec nous. On va se refaire le finish d'Oliveira. Je vais vous laisser commenter un petit peu ce que vous avez analysé là-dessus. On rappelle qu'on avait un gros duel entre l'un des meilleurs lutteurs de l'UFC et je pense que maintenant on en est quasiment sûr. Le meilleur sol offensif de l'UFC. Il Ouais, il n'y a plus de débat. On regarde les images, vous allez me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, parce que la séquence, elle est très puissante de la part d'Oliveira. On sent que Gamrot, il était presque pas dans son domaine. Bon, tu dis lutteur, mais je dirais plus grappeur quand même. Ok. Gros pédigré au sol, Gamrot. C'est vraiment plus un... Après, il arrive toujours, il emmène tout le monde au sol. Oui, voilà, il a une bonne lutte, mais c'est Ouais, quand même c'est plus un ça, expert ouais. du sol, le grappling. Le style polonais, de manière générale, sauf quelques combattants, c'est vraiment le style de... C'est le grappling. Ils ont un bon niveau de sol, un très bon niveau de sol là-bas. Et Mateusz Gamrot, il en fait partie. Donc, et c'est ce qu'il met en place à chaque fois, une bonne lutte, un bon sol. C'est comme ça qu'il arrive à gagner ses combats habituellement. Mais là, il est tombé sur beaucoup plus fort que lui. Exactement, là, il s'est fait noyer par Do Bronx. J'avais l'impression qu'il n'avait pas de réponse. Il en avait quelques-unes au début, au premier round. Je pense qu'on reverra les images un peu plus tard. Mais il a bien défendu toutes les transitions. Il était préparé parce qu'il sait que dès qu'il est dans la garde fermée, le premier truc que Charles Do Bronx fait, c'est chercher un triangle. Il lui a direct bloqué la jambe. Il a eu des réponses au premier round, mais au deuxième, il était dépassé. Et on sentait qu'il y avait même un déficit de puissance, en fait, une fois qu'il avait dans son dos. C'était terminé pour moi. Et on voit bien que l'étranglement, c'est même pas vraiment un étranglement, c'est plus un neck crank, comme ils disent. C'est plus sur les cervicales que sur l'étranglement même. Il n'avait pas la tête dans l'axe, il avait le bassin de l'autre côté. Donc il a tapé, c'était plus les cervicales qu'un étranglement. Ouais, la mâchoire, surtout, mais c'est atroce, la douleur. Ouais. Quand c'est bien pris, et que c'est bien serré, qu'on a la mâchoire, le bas de la mâchoire qui remonte, c'est un cauchemar. C'est vrai. Regarde Whittaker, ce que ça avait donné. Ouais, Voilà, les dents Je étaient pense que c'est rentrées. l'image qui m'a le plus traumatisé, hein, celle de Whittaker. Lui, il a tapé vraiment vite. Ouais. Mais là, même là, Gamrot a tapé relativement vite. Parce qu'une fois qu'il a fermé le triangle de corps, qu'il avait l'avant-bras sur la mâchoire, c'était terminé. Ouais, ça fait vraiment mal hein, quand, Ah oui, c'est vrai. Ouais. quand t'as la bouche comme ça. Et Oliveira, c'est, son club, de manière générale, c'est vraiment, ils ont 5 situations d'avance sur ce qui va se passer. Ça veut dire que la prise de dos, ça passait pas. Tout dépend comment il allait défendre. Il y avait déjà quelque chose qui était préparé pour attaquer. Ça passe pas. Il a donné le bras. Et ben, on va tenter encore autre chose. C'est pas le juji, c'est le triangle. Et c'est à chaque fois, c'est comme ça. Et après. Justement, on va regarder une première tentative de takedown et c'est guillotine lui qui devient directement. offensif tout de suite. Exactement. Donc, guillotine. Là, et directement, son chemin, c'est toujours guillotine. On essaie le triangle, ça va pas, on passe sur l'omoplata. Voilà. Là, tu vois bien qu'il contrôle l'omoplata, mais il contrôle une jambe avec, donc ça peut repartir en leg lock directement après. Exactement. Clé de talon ou clé de cheville. Mais là, tu sens que comme Gamrot, il est vraiment alerte. Là, il était en survie. Le premier round, c'était ça, mais au deuxième, on dirait qu'il avait plus le jus, il savait qu'il était dépassé. Et c'est dingue parce que Gamrot, c'est un gros enjeu, c'est un gros adversaire aussi. Il prend le combat en short notice. On avait peur pour Oliveira qui revienne trop tôt après cette défaite face à Topuria. On n'a pas eu l'impression qu'Oliveira a eu beaucoup de mal. Enfin, il a tenté plein de choses jusqu'à ce que ça passe. Il n'a pas été vraiment dérangé. Mais même debout, hein, j'ai senti solide, même s'il n'a pas la garde la plus hermétique de l'UFC. Sur le striking, il était bon. C'était solide et j'ai pas ressenti. Il y a 2 points. Il y a le point que ce soit solide, mais aussi le point qu'il n'ait pas ressenti la peur. Parce qu'il peut se dire, je peux prendre un mauvais coup ou autre. J'ai été battu par KO, exactement. Donc, mentalement, il est quand même fragilisé par tout ça. Mais malgré tout, il est focus, il rentre dans la cage, il va striker. Il a confiance en lui, confiance en son striking comme d'habitude. Et là, on voit que c'est du grand Oliveira, quoi. Ah, c'était magnifique. Et puis, on le disait, hein, Gamrot, il pouvait faire un gros braquage dans cette situation-là, dans le sens où il était dans une position, il pouvait intégrer le top 5 de la catégorie la plus relevée de l'UFC. Il était tellement galvanisé, je ne sais pas si vous avez regardé son entrée. Incroyable. Il a failli, déjà lui, se faire mal, il a failli tuer un technicien en passage. Je ne sais pas si on peut nous remettre les images. Il y a trop de choses à dire, parce que regarde, il a failli nous faire une Tony Ferguson-Khabib, c'est-à-dire, regarde là, les câbles déjà. Les câbles, il aurait pu se faire mal avant de rentrer dans la cage. Et là, la barrière. Les freins ne marchaient plus. Il est rentré, il a pris tout le monde de court, mais
Il était surexcité, il avait vraiment envie de rentrer rapidement dans la cage, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il a voulu après. On peut se mettre à sa place, c'était aussi sa plus grosse opportunité dans sa carrière aujourd'hui à l'UFC. C'était sa plus grosse opportunité. Après, c'était une opportunité, c'était un ça passe ou ça casse. Ouais. Dans le sens où il y avait de quoi dire que Oliveira était un petit peu sur la pente descendante après son combat contre Topuria. Et de se dire c'est le moment ou jamais. En plus, c'était pas du tout ce style d'adversaire qu'il devait affronter initialement. Donc lui, il se dit, je suis un lutteur grappleur, entre guillemets. Peut-être que je vais pouvoir l'étouffer sur la lutte et le fatiguer et annihiler son sol. Mais non, ça s'est pas passé du tout comme ça. Et chapeau à Oliveira, moi, ça m'a fait plaisir pour lui parce que les gens ont souvent tendance à enterrer les gens rapidement, malheureusement. Exactement. Et c'est un sport qui est difficile. Mais malgré tout, il est revenu et au top et ça fait plaisir de le voir comme ça. On va se régaler. J'ai de la chance parce que je suis bien entouré, je n'ai pas beaucoup bossé. On vous met tout le round 2 là, de Charles Oliveira face à Gamrot et c'est là où on voit toute cette agressivité. Tu le disais, Damien, tout à l'heure, debout, c'est aussi lui qui mène le débat, hein, très Il clairement. ne recule jamais. Il recule jamais, Oliveira. Sur tous ses fights, c'est toujours lui qui mène le débat debout. Toujours la pression. Même là, avec Topuria, tu vois que c'est lui qui a essayé. Hein. Après, il y avait une tendance à dire que Oliveira, il se mangeait beaucoup de down, etc. Mais sur tous ses derniers combats, bon, mis à part celui avec Topuria, il n'a pas pris de down. Que ce soit Benil Dariush, Chandler, Armand, Saroukian. Les derniers downs qu'il a pris, c'était Makhachev. Et là, tu parles de down, il faut de la puissance, etc. On n'a pas l'impression que Gamrot, debout, il soit très puissant. Je le dis avec tout le respect. Et il touche, mais ça n'a pas l'air de vraiment gêner Oliveira. On peut dire que peut-être ça fait partie de la stratégie parce que prendre un short notice, déjà, c'est problématique. Et prendre un 5 rounds, c'est pire, en fait. Donc on peut se dire que peut-être il s'économise, il essaie de... La pression d'Oliveira aussi, hein, quand on est le chassé, forcément on gaspille plus d'énergie que le chasseur. Parce que le chasseur, il est au centre de la cage, c'est lui qui tient le fusil et bien évidemment... Combattre un reculant, c'est fatigant. Il va le faire tourner en rond. Donc il y a tous ces facteurs-là qu'il faut prendre en compte quand on est dans la cage. Et je pense qu'il a dû essayer, mais ça a dû être compliqué. La pression, c'est compliqué. Voilà, tu vois quand même qu'il ne l'a pas lâché, il n'a pas lâché un centimètre de terrain. Sur lui, il prend les coups. Exactement, il les a mangés. Hein. Il a pris quelques coups, mais il est rentré au corps à corps tout de suite. Sa signature, dès que échange, clinch, en séparation, coude. Et quand il a eu l'opportunité de le toucher, c'était pour lui faire mal. Exactement. C'était vraiment la chose qui était décisive, c'était vraiment pour faire mal. Et cette séquence, c'est incroyable. J'ai jamais vu personne faire ça à Gamrot. Parce qu'en plus, il gaspille pas d'énergie, il le lève, il le fait pas tomber, c'est pas grave, on passe dans le dos. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment le style shoot-box. C'est ça. Il y a 5000 chemins pour finir quelqu'un. C'est exactement ça. On va prendre des chemins différents jusqu'à arriver à nos fins. Et là, quand il prend le dos comme ça, c'est une question de temps. Ouais, il restait assez de temps pour se dire, bon, il va tenter le finish. De toute façon, c'est une des spécialités de Bronx, c'est d'être toujours actif, peu importe la position. Toujours chercher à... Et il y a énormément de détails. Il est venu resserrer les pieds pour l'éviter de pouvoir se lever. C'est vraiment des gros détails. Enfin, comme on n'est pas un puriste du sol auquel on ne fait pas attention, mais il est venu resserrer avec les cuisses pour l'empêcher de se relever. Monter. Et ça, c'est des détails vraiment, c'est le haut niveau du sol. Et c'est des combattants, mais quand il y a le striking et un sol comme ça, c'est compliqué quand même. Donc aller s'aventurer dans un short notice avec un mec de ce niveau-là au sol, c'est compliqué. Si, tout à l'heure, tu as dit sur 5 rounds, après, voilà, Oliveira, il n'a pas fait... en 15 ans de carrière à l'UFC, il a fait 3 fois 5 rounds, donc c'est pour ça peut-être qu'ils l'ont accepté. C'est sûr. Mais après, on ne sait pas sur qui on tombe. Exactement. Voilà, il peut y avoir... c'est les aléas du sport. Aujourd'hui, ça se passe bien. Peut-être qu'on n'a pas bien récupéré du cutting. Ça, on ne sait pas. Comme ça avait été le cas contre Makhachev. Il a perdu, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais clairement, il n'avait pas bien récupéré du cutting. Ça se voyait. Il enchaînait beaucoup. Exactement, il avait beaucoup combattu. Donc, il y avait vraiment tous ces facteurs-là qu'il fallait prendre en compte. Mais là, un Oliveira en forme... Voilà, mais le problème pour Gamrot, c'est qu'il n'y avait qu'une seule manière de savoir s'il était en forme ou pas, c'était de rentrer dans la cage. Et là, il a eu la réponse hier soir. Malheureusement, ce n'est pas passé. Mais les statistiques vraiment de Mateusz Gamrot, là, ce n'est pas passé hier soir. Mais par contre, il prend beaucoup de short notice.
Et souvent, ça passe. C'est un mercenaire. Après, il est tout le temps prêt, lui. Voilà, c'est le mercenaire de l'UFC. Lui, il n'est pas prêt de quitter l'UFC. Il les dépanne, mais voilà, il y a un problème. Il est toujours présent. Et en plus de ça, ben, lui, il n'a pas de... On prend un classé, il n'y a pas de plan pour lui. Là, c'était Oliveira ce week-end. Comme ça aurait pu être un 60e mondial, il s'en fout, il y va. Et c'est là aussi qu'on voit que c'est vraiment un athlète. De prendre Oliveira. Ouais, là, Ah bah oui, à l'hôtel, ouais. parce qu'il était à l'UFC Paris, à l'hôtel, quand il l'a appris, il sautait de joie, il criait partout, il était content d'apprendre qu'il remplaçait Tout Fiziev. le monde serait content de prendre Oliveira. Oui, c'est une Le légende. propos, c'est le nom des 70 maintenant. Et les deux, en plus, ils ont des superbes images à la fin du combat où justement Oliveira va le faire applaudir par tout le public de Rio, etc. Oliveira, je le disais un petit peu plus tôt en introduction, il y en a qui le pensaient peut-être fini, éteint après Ilia Topuria, il y en avait qui parlaient d'une potentielle retraite. On se rappelle, Jalito, c'est un peu la culture de l'instant, c'est aussi le jeu quand quelque chose vient de se passer. Oliveira, il repart avec une victoire, il repart avec un finish, il repart avec un bonus. On va regarder les records un petit peu d'Oliveira parce que c'est sa spécialité. Hallucinant. Regardez ça, c'est plus grand nombre de finishes à l'UFC avec 21, plus grand nombre de soumissions à l'UFC avec 17, plus grand nombre de bonus à l'UFC avec 21. Et maintenant, en ligne de mire, les records qu'il peut encore battre, c'est aller chercher les 27 victoires de Jim Miller qui est premier et deuxième plus grand nombre de soumissions tentées à l'UFC. Bon, après ça est-ce que c'est facteur d'efficacité? Après, lui du dessus, il est pas mal. En vrai, une soumission tentée, ça veut dire quoi? Une soumission qui n'est pas réussie. Oui. Il en tente 50 par round, en vrai, parce que dès qu'il change de position, il change de position avec une tentative de soumission. Toutes ces transitions, c'est des soumissions cachées, où il fait réfléchir quelqu'un sur quelque chose. C'est exactement ça. Tout le temps le mec en danger. C'est ça. Donc, franchement... il est bien reparti. Là, c'est une légende. Il peut perdre 5 combats de suite, ça ne dérangera personne, ça va rester une légende. Son statut est tamponné, Non, moi, il est je dans le pense Hall of vraiment Fame. que... Il est encore... Il est encore compétitif. Il est encore présent. Ouais, moi, je pense qu'il est encore présent. encore compétitif. Et on sent vraiment qu'il a ça dans le cœur et il va encore nous donner des bons moments encore, je pense. Voilà. Il est loin Il d'être rentrait à 20 maintenant. ans à l'UFC, 15 ans de carrière. 15 ans de carrière, c'est énorme. C'est Il a énorme. 35. Ouais. Ouais. Il est rentré en 2010 à l'UFC à 20 ans. À 20 Ouais. ans. Parce que c'est le combattant que tout le monde aime de manière unanime. Il n'y a pas une personne sur Terre qui Ouais, n'aime pas... son storytelling est Et incroyable. son storytelling, voilà, il est incroyable. Il est passé par toutes les émotions. Exactement ça. Le down, il est revenu. Parce que quand il arrive, c'est entre guillemets le nouveau John Jones. Parce qu'il a 20 ans, il est en, je sais pas, 11-0 ou 12-0. Directement, ils essaient de le mettre dans les discussions pour les ceintures. Mais à 20 ans, son corps n'assume pas les cuttings en 66. Il monte en 70, mais il a un déficit, parce qu'il est encore jeune, il a un déficit de puissance par rapport aux autres. Il remonte encore en 70, il revient en 66, il perd parce qu'il n'assume plus les cuttings. Il remonte en 70, mais là, il fait son run où il gagne jusqu'à 12 combats de suite, il prend la ceinture. Un run extraordinaire. Il la perd, il revient. Franchement... j'attends le film sur sa carrière, moi, personnellement. moi, je suis assez J'attends le biopic. Qui sont pas mal, mais si on peut faire encore plus un long format... Un biopic avec un acteur, une teinture et tout. Et tu l'as dit, là, pour le coup, la confiance, elle est au max. Il a fait ça dans son pays, en main event à l'UFC Rio. C'était une soirée qui pouvait être un petit peu mitigée aussi, parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui ont perdu, mais là, le public, il était en feu pour le main event. Il a bien délivré derrière. Et je me suis dit, quand tu es forcément au max, à qui tu penses ? Tu penses au BMF, Max Holloway. Exactement. Qu'il a dans la ligne de mire. On va regarder justement Charles Oliveira. Son prochain objectif, c'est potentiellement cette ceinture de BMF face à Max Holloway. After such a long career, the records that you've set, most wins, most submissions, most bonuses, what is left for Charles Oliveira to achieve? Hey Hunter, Charles Oliveira versus Max Holloway, BMF. Vamos fazer acontecer essa. Et il part. Ah ouais, il a toujours quelque chose en tête, c'est loin d'être fini. Il a dit, hein, là, maintenant qu'il brille à nouveau, pourquoi pas rêver très très grand, aller chercher une autre ceinture pour lui, qui est une ceinture qui, on le rappelle, est un petit peu pour les combattants ultra spectaculaires de l'UFC. C'est ça, et il en fait partie en réalité, donc il est légitime à pouvoir demander, à faire cette demande. Clairement. Sans aucun problème. Il a le style pour, il a la notoriété pour, donc let's go. Voilà. Le BMF, c'est un mec qui refuse pas de combat, qui va tout le temps, qui fait la guerre. Il a tous les critères. Donc une revanche contre Max Holloway, le premier combat s'était terminé sur une blessure d'Oliveira. Les revoir tous les deux. On a la réponse déjà Quand tu regardes de le classement, c'est le combat de toute façon le plus hypant. Ouais, c'est vrai.
Là, on va reparler de la catégorie juste après, on fera un état des lieux. On a la réponse de Max Holloway qui nous fait une petite ref à DJ Khaled. Another one. Encore un. Ça peut être un superbe combat à faire, dit Dustin Poirier également sur les réseaux. Il a précisé quand même quelques conditions, Max Holloway, parce qu'il n'a pas envie que ça se fasse n'importe comment. On sait que Charles Oliveira, il pensait à la Maison-Blanche, etc. Mais lui, il accepte de combattre Charles Oliveira, mais il veut que ce soit aux alentours de mars 2026. Il aimerait que le combat ait lieu à Las Vegas. Il n'a pas envie d'attendre la Maison-Blanche. Est-ce qu'Holloway peut aussi se permettre d'avoir ces conditions avec tous les services rendus, entre guillemets, à l'UFC? Évidemment, c'est lui le BMF. Il a combattu, il a rendu des services à l'UFC. Il a combattu Aldo dans son jardin 2 fois à Rio. C'est lui qui a la ceinture maintenant. Il peut décider. Il est blessé. C'est pour ça qu'il veut combattre qu'en mars et pas avant. Pourquoi lui dire non? Ouais. Comment lui dire non? Bah, t'as écrit à Dana. On est en contact. Okay. On s'écrit sur... En tout cas, c'est plutôt de bon augure. C'est plutôt de bon augure parce que les 70 kilos, c'est pas forcément toujours la catégorie la plus active, mais c'est vrai que quand on tease un petit peu ce fight-là et ce storytelling-là, ça nous hype tous. On va parler justement de cette catégorie parce qu'il y a encore de beaux combats, même s'il y a pas mal de combattants classés qui aujourd'hui ne sont pas bookés. Il y a des rumeurs pour le début d'année. On va regarder un petit peu le classement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent, vous dérangent quand vous regardez ce classement? On rappelle par exemple que le 10e, Rafael Fiziev, il est blessé. Justin Gaethje, lui, il a dit « Je n'affronterai qu'Ilia Topuria, sinon je prends ma retraite ». Il y a plein d'histoires un petit peu comme ça qui sont dans cette catégorie. Il y a Mauricio Rufus qui est encore classé, Grant Dawson qui n'est pas booké, Michael Chandler non plus, Moïcano non plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette catégorie? Alors, on sait qu'elle est très forte, elle est très relevée, il n'y a aucun doute, mais c'est vrai qu'elle est tellement relevée qu'il y a des gars qui sont à la porte du top 15 que là, on ne voit pas, mais qui sont aussi très dangereux. Non, je pense qu'il y a besoin aussi de renouvellement, vu qu'il y en a pas mal qui sont sur la fin maintenant. On les a tous vus à peu près s'affronter. Maintenant, il faut que les jeunes ils montent et qu'on ait des nouveaux combats qu'on n'ait pas encore vus. Il y a une division au chômage, on nous a mis sur l'infographie. Quels sont les fights, vous, que vous avez envie de faire là-dessus? C'est quoi les trajectoires qu'on peut avoir, là, Jalito, quand tu regardes ces noms qui sont dispo? Honnêtement, je pense qu'ils vont faire Ilia Topuria Gaethje. Ils vont faire... le seul qui est booké en dehors de ça, c'est Hooker. Contre Tsarukyan et BSD Dariush. Pas facile, hein? Ouais, c'est difficile à dire, mais je pense qu'ils vont faire Topuria Gaethje. Je pense que le gagnant va prendre le gagnant de Tsarukyan Hooker, et ça laisse la place pour Paddy Pimblett pour affronter quelqu'un, le perdant. Ou le perdant de Topuria Gaethje. Voilà. Et après, je pense que si Gaethje perd pour celui-là, il va peut-être prendre sa retraite. Tu penses? Ouais. Et après, le but ultime pour l'UFC, c'est de faire Paddy Pimblett contre Ilia Topuria. Avec, on n'oublie pas qu'il y a un nouveau diffuseur, une nouvelle sur la plateforme aux États-Unis, qui vont essayer de faire les choses en grand. Pourquoi pas dans un stade de foot, on ne sait pas, peut-être au Bernabeu, peut-être à Liverpool. En Europe, cette affiche-là, elle pourrait être exceptionnelle. C'est 2 grosses stars, il y a de gros enjeux financiers qui peuvent être intéressants pour l'UFC, pour les 2 combattants. Pourquoi pas. Ça rajouterait une légende. J'ai mis des guillemets, mais en vrai, je ne devrais pas les mettre parce que Gaethje, c'est une légende. Ça rajouterait une légende au tableau de chasse de Topuria. Ça le légitimerait encore plus. Et ça ferait encore plus de lui une star. Et encore plus si on se projette sur ce qui était annoncé, potentiellement un Topuria, Makhachev, tu sais, ce super fight qui pourrait se faire. Ça gonflerait aussi le palmarès des deux pour vraiment qu'ils soient à des sommets inégalés et qu'ils puissent se rencontrer comme 2 montagnes qui se croisent, alors qu'on dit très souvent que les montagnes ne se croisent pas. Là, c'est le Mont Rochefort, le Rochemort qui se croise en personne. On regarde les rendez-vous qui sont bookés sur les 70 kilos parce qu'il y a des combattants très courageux. Et ça se passera sur nos antennes dans la nuit du 16 novembre au Madison Square Garden. C'est BSD qui va affronter Benil Dariush. Vous savez, j'ai envie de mettre du crédit à Benil Dariush parce que lui, entre guillemets, il offre ses combats pour monter à beaucoup de combattants. C'est le gatekeeper ultime, on va dire, et qui n'a pas peur. C'est-à-dire que lui, il avait une grosse série de victoires, il n'a jamais hésité à la mettre en jeu pour prendre des combats pour permettre à la catégorie d'avancer. Quand il prend Arman Tsarukyan, il n'est pas obligé de le faire. Il le fait. Quand il prend... il a testé Oliveira juste avant, mais voilà, c'était un gros combat. Là, qu'ils prennent BSD, moi, je trouve que... Franchement, respect à lui. Respect à lui. Et on oublie qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Javier Mendez, le coach de Makhachev, disait que c'est peut-être potentiellement le combat le plus dur pour Makhachev dans la catégorie. Malheureusement, cette défaite contre Tsarukyan l'a un peu enlevé de cette discussion, mais...
force est de croire qu'il est toujours là en fait. Et là, il prend BSD. C'est pas un combat facile pour BSD. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Très complet, Darius. Avec ce qu'on vient de voir hier, avec celui qui est un combat facile. C'est le même storytelling un peu que le combat d'hier. Le jeune, on va dire le jeune combattant qui a des finishes, qui est en train de monter contre un mec qu'on considère en descente. Surtout qu'il a battu Moïcano, mais c'est pas du tout. Moïcano, c'est la même génération. Ouais, mais c'est la même génération, mais je pense que c'est un sol qui est très solide, à ne pas négliger du tout. Donc, vraiment faire attention, parce que des fois, on a tendance à vous pouvoir dire que athlétiquement, il y a une grosse différence entre les deux, mais s'il est là, c'est pas du hasard. Et l'expérience, voilà, l'expérience est très important. Et à l'image d'un Oliveira, il arrive des fois à surprendre. On pense que ça va être pas bon et d'un coup, il nous sort une masterclass. Exactement. Donc vraiment faire très attention. C'est un très bon combat pour Benoît, mais vraiment faire très attention à lui. Les match-up gaucher-gaucher, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est ça. Donc il a une grosse marmite dans la main de Darius. Il a un bras arrière qui fait mal. Un sol, comme tu as dit, plus que solide. Il a fait des ADCC. Ah non, de toute façon, les mecs qu'il y a là, dans le top 10, qui sont bons au sol, c'est l'élite voilà. Parce que c'est tous des mecs qui ont fait des compétitions de grappling, qui sont là dans... Il n'y a pas que du MMA. C'est-à-dire que le niveau, il est exceptionnel. Donc, faire très attention à ça. Voilà, Après, l'avantage que Benoît il a, justement, c'est que lui, c'est un mec qui est très agressif dès les premières secondes, alors que Darius, c'est plus un peu un diesel qui va monter petit à petit. Et si Benoît, du coup, il commence très bien son fight, il lui met déjà des dommages et tout, là, je pense que ça peut tourner en sa faveur. Okay. Après, ce fight-là, je me mouillerai pas. Hein, au moins, on a tous envie de le voir maintenant. Ça donne envie. Je pense qu'il va y avoir des crumbles. En plus, on l'a vu, c'est sur carte principale, etc. Exactement, c'est une bonne exposition pour lui. Et vraiment, je lui souhaite vraiment de gagner, hein, parce que ça lui fera du bien et ça va le faire... Ça pourra faire que encore monter davantage dans sa carrière. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, le problème qu'on peut retrouver certaines fois, c'est que les gens vont dire « Ah, c'est un bon match-up ». Et quand on l'entend une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, inconsciemment, on commence à se dire en tant que fighter « Ouais, ça va peut-être être... ça va pas être compliqué ». Comme je l'entendais à l'époque pour Moïcano, alors que c'est des combats difficiles. Enfin, quand on est dans le top 15 à l'UFC en lightweight, il n'y a pas de cadeau. Mais c'est super que tu dis ça. Est-ce que c'est toujours la catégorie la plus relevée de l'UFC? Pour moi, oui. Ouais, t'en penses quoi, Alpha? Je pense actuellement encore. Après, il y a des catégories qui montent fort. Il y a les 61 aussi où tu vois que c'est quand même solide. Les bantams, et eux, dans quelques années, ce sera peut-être plus le cas vu qu'il y en a pas mal qui vont partir à la retraite. Mais pour l'instant, c'est sûr. Avec cette génération de Topuria qui est jeune, Pimblet qui est jeune, avec Rufi par exemple, parce qu'il faut pas l'enterrer. Il y en a qui vont arriver encore. Je pense qu'il reviendra plus fort, Rufi. Il y a encore Fiziev qui est jeune, il y a comme chaque combattant. Kamrod qui est jeune encore. C'est un peu le problème, c'est l'inactivité et ces oppositions qui se font que très rarement. Parce que je regarde le chat, ils nous disent tous non, c'est welter. En fait, les autres catégories, elles sont aussi peut-être un petit peu moins relevées, mais on a l'impression que tous les combats, ils se font tout le temps par les plus forts. En fait, ils combattent plus. Ça, c'est indéniable. Les autres catés, les mecs s'affrontent plus. Aujourd'hui, les lightweight, c'est là où il y a beaucoup plus de stars. Hein. Quand on a Gadji, on a Poirier anciennement, on a Topuria aujourd'hui, on a Oliveira, Makhachev, enfin ça fait beaucoup dans une seule caté. Donc il y a énormément de mecs qui sont forts, qui c'est des stars clairement. Et donc maintenant tout le monde a des demandes spécifiques. Moi je veux pas faire ci, moi je veux pas faire ça. Mais Holloway il vient de le dire, lui c'est Mars, voilà. Gadji lui il dit si c'est pas là pour la ceinture, je veux pas combattre. Donc quand il y a ça, bien évidemment ça arrange pas les affaires de l'UFC, mais ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de composer avec ça. Et aujourd'hui ça fait que des fois on peut attendre plusieurs mois avant d'avoir une belle opposition. Donc voilà, et même eux, l'UFC, ils en étaient conscients à un moment parce qu'ils disaient qu'ils allaient faire en sorte d'apporter plus d'opposition parce qu'ils sentaient que il y avait un petit frein dans le sens où les oppositions qu'ils voulaient avoir, c'était pas forcément ce qui se faisait. Donc à voir dans le futur. Mais
En tout cas, pour le moment, c'est toujours le cas. Quand il y aura des départs, après on verra qui va monter, parce que l'UFC ont l'art et la manière de fabriquer des stars, en fait. Ouais. Ils y arrivent très bien et voilà. À la porte, il y en a des potentiels de stars. On va dire qu'il y a notre Français Fares Ziam, mais il y en a plein. On pense à Duncan, etc. Moi, je pense aux mecs qui sont au 66 qui peuvent monter aussi. Les Diego oui, Lopez, bien etc. Mais tout à l'heure, tu as dit, parce que moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit tout à l'heure, tu as parlé des 61, les Bantam. Toi, tu penses que c'est quand même au-dessus des 70 ? Parce que moi, je suis de cet avis-là. Tu penses que c'est au-dessus des... Moi, je voudrais savoir ce que tu en penses. Pour l'instant que les 70, ils sont au-dessus, mais parce qu'il y a plein de légendes. Mais vu qu'elles sont un petit peu sur la fin, que compétitivement parlant, les 61, c'est plus dense actuellement. Moi, c'est ce que on est d'accord, en vrai, c'est ce que je me disais. Merci. Parce qu'en fait, chez les 61, t'as Merab qui roule sur tout le monde. Voilà. Mais t'as quand même des mecs comme Peter Yan qui sont toujours là. En fait, j'ai l'impression qu'ils s'affrontent plus, ça tourne un peu plus. Je sais pas. Il y a toujours des nouveaux aussi qui arrivent en 61. Voilà, exactement. Qui sont vraiment forts. Non, c'est à suivre aussi. Bon, toutes les catégories, on kiffe les suivre. De toute façon, à l'UFC, on peut aussi parler des 84. C'est aussi très relevé. Ouais. Même les 77, en vrai, parce qu'il y a déjà eu ce changement de génération aussi. C'est ça, en fait. En fait, c'est juste le fait que ça retourne encore et faut attendre. Mais en tout cas... Mais le problème de l'inactivité, entre guillemets, chez les 70, c'était déjà le cas. Je trouve. C'était déjà le cas quand c'était Khabib, le champion. Même Saroukan, ils s'en plaignaient à l'époque parce qu'ils disaient que c'est ce qui l'empêchait de monter. Bon, maintenant, il était challenger numéro 1. Il y a forcément eu ce combat annulé qui va jouer un petit peu contre lui. Et c'est pour ça qu'il rencontre Hooker maintenant. Mais ouais, c'est un problème qui est récurrent. Après, comme l'a dit Damien, toutes ces stars, il y a forcément un contre-coup qui va avec. Tu vois. Bon, en tout cas, en termes d'inactivité, lui, ça n'a jamais été son cas. On va parler de José Aldo, qui était de retour, King of Rio, de retour à Rio. Il a reposé les gants de manière symbolique. C'était des images ultra émouvantes. Le bilan de José Aldo, il est quand même assez fou. C'est 42 combats professionnels, 21 ans de carrière. On regarde les images, c'est magnifique. Sont magnifiques ces images avec il mérite, parce que la dernière fois qu'il est à Rio, il s'est fait voler. Donc c'était contre Mario Bautista. Pour moi, il n'avait pas du tout gagné. Ah ouais, contre Bautista? Non, moi c'est Bautista qui n'avait pas gagné. D'accord. Et même le combat avant Bautista contre le frère de... Non, c'est après. Zahavi. Après Zahavi, à Montréal, je crois. À Montréal, ouais. Pour moi, même là, c'était un peu... Bon. Voilà, mais je trouve que l'UFC lui rend hommage chez lui, le King of Rio, qui prend sa retraite, on va dire, avec le sourire. Bon, la défaite a été digérée, il a pris sa retraite bien avant. Mais qu'il revienne poser les gants chez lui devant son public et qu'on lui rende un hommage comme ça, je trouve ça super bon. Et c'est mérité. C'est mérité. Quelle carrière. Et surtout, il a fait partie de ceux qui ont mis le MMA au sommet. Ouais, il a transcendé le sport. 10 ans invaincu, champion du WEC, champion à l'UFC. Il a vraiment tout le monde. Aldo. Une légende, vous le disiez tout à l'heure, quand on était en off pendant les images, on peut parler de lui parmi les GOAT. Une défense de takedown, c'est
Légendaire. Le seul qui stoppe Merab Valishvili en 61 kg sur la lutte. Champion des 66 kg, donc au WEC, qui a été racheté par l'UFC et qui est devenu les catégories 66 et 70 kg de l'UFC à partir de 2010. Il a continué à être champion dans cette catégorie-là, vous le savez, détrôné par Conor McGregor. Il reprend sa ceinture. Des combats exceptionnels après avec Max Holloway, etc. Enfin, il y a des combats de fous. 7 défenses de titres, c'est le record en moins de 66 kg. Plus grand nombre de title fights en 66 kg. Plus grand nombre de finishes dans la catégorie. Tout ça en faisant pas de cutting, je crois, à l'époque, parce qu'en fin de carrière, il finit en 61. Donc, mais il était en avance. Après, athlétiquement, c'est une machine de guerre. J'aimerais bien voir ses records au hip thrust. Parce que sa défense de... 300 kilos. Ouais, minimum. Et il avait aussi, il faut sans l'oublier, un low kick légendaire. Un low kick légendaire. Une boxe légendaire, alors que c'est un spécialiste du sol à la base. J'ai vu mettre des KO low kick. Low kick. C'est vraiment... Pensez à Uriah Faber. Ouais, la jambe. On a tous la photo en tête. Quand on prenait des low kicks de José Aldo, c'était la fin. Létal. Ultra agressif, toujours la marche avant, il combinait en boxe, etc. En avançant. Il était trop fort. Il était fort partout, même il avait des genoux. Des genoux de fufou. Franchement, un combattant vraiment qui fait plaisir. Il était pote avec Neymar, c'est le mec qui mélange. Et ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Mais il a gagné des ADCC. Je pense que ça doit être un des seuls à faire Hall of Fame UFC, puis après à recombattre à l'UFC, alors qu'il a déjà un duo Hall of Fame. Il ne doit pas y en avoir beaucoup qui ont fait ça. Je sais pas s'il y en a Non, je pense pas. En plus, entre-temps, il a gagné des combats de boxe. C'était son rêve de faire de l'anglaise, comme Salah Parnasse. Il en a gagné quelques-uns. Il est revenu à l'UFC après. Franchement, un grand respect à José Aldo, grand monsieur. Non, on a eu des belles images sur cette UFC, ça en fait partie. Alors ça, c'est une image qui est un petit peu plus insolite. Il y a un combattant qui a fait fuiter une annonce de combat qui n'est pas encore officialisée par l'UFC, mais en tout cas, on est très contents. C'est l'émotion. C'est l'émotion de la victoire. C'est Michael Aswell qui, du coup, a gagné par KO, énorme KO, et derrière, qui est sous l'émotion au micro, va balancer un peu les futurs plans de l'UFC pour le mois de décembre. On va regarder ça. I just saw it got announced, Las Vegas, December 6th. My best friend Joshua Van is fighting. I would love to be on his card, man. He's fighting Pantoja for the championship. If we can get on that card, man, I'd love it, man. I'm healthy, I'm ready. Let's go, baby. 4 Hours Fight Club in this thing. Houston, Texas, stand up. Let's go! Tu vas voir que Dana, il va pas le mettre sur la carte. Dana, Michael Aswell, c'est lui qui a éclaté l'annonce, là. L'exclusivité, c'est lui, il faut le choper. Ça serait marrant qu'il ne le mette pas sur la carte. Ça serait excellent. Mon karma, tu poucaves. Tu viens de tuer nos plans, c'est mort. Tu seras jamais sur cette carte-là. C'est mort. Bon, en tout cas, on est déjà hypé aussi. C'était préannoncé quand même. On le sentait venir, ce combat entre Joshua Van mais on n'avait pas la date. Pantoja. Dernier numéroté de l'année, vraisemblablement à Las Vegas au mois de décembre, avant d'attaquer une grosse année 2026. Il y a autre chose qui est un petit peu insolite. On avait un combattant portugais chez les poids lourds qui s'est illustré avec un nouveau finish, 3e victoire à l'UFC pour Mario Pinto. Il prend le micro et il n'est pas sûr de son niveau en anglais. On va regarder s'il a pris les bons cours. Brad, I practice something in English. I'm going to speak English now. Forgive my English. So basically, I want to give a big shout out to my people in London and England. Thank you for all the support. Big shout out to London Fight Zone, Fight City Gym, and Canary Wharf Jiu-Jitsu. Big shout out to Marvin Egan, my coaching team. Big shout out to my striking coach, Rowan Katsu. Another big shout out to Dennis Onsunu, who's helping me late at night, putting in that graveyard shift. Mais même ça, c'est des expressions genre. Mais c'est le meilleur, lui, vraiment. Je le voir dans une série anglaise. Je le vannerai pas, je suis nul en anglais. Mais c'est comme si. Il est excellent. Il se dit, ouais, je suis pas ouf. Il dit, pardonnez mon anglais. Et il t'envoie le discours du prince Charles. Il a l'accent des top boys londoniens. Il est archi propre. Il est parfait, Mario Pinto. Non, franchement, c'est exceptionnel. Non, mais ce qu'il a fait là, là, quand tu prends le micro comme ça, et on sait que parfois, quand tu es combattant étranger, c'est pas toujours facile d'avoir les bons mots ou de réussir à hyper un petit peu. Là, c'est masterclass. Mais là, c'est des fois devenir une star, ça tient à ça. Hein. Et là, peut-être, il a fait le truc qui va exploser, parce que ça a tourné mondialement.
Ça va lui créer une hype, les gens ils vont lui poser. Imagine, il vient, il fait ça en français la prochaine fois. Oui. Ouais, ça serait Pardonnez mon français et il t'envoie un freestyle. Alors j'ai envie de dédicacer à tous mes gars, à tous mes gars. Ici les Moulineaux, tu as dit des blases de ville. Mario Pinto sur l'UFC Paris, s'il vous plaît. Dana, s'il te plaît, mets-nous. Faut le mettre. Mario En sur plus, la carte il est européen, il est portugais, donc. Il peut y avoir une grosse commu aussi derrière lui, ça peut être sympa. Il n'y avait pas que ça sur l'UFC Rio. On regarde aussi les autres finishes qu'il y avait sur cette carte principale qui était sur RMC Sport. Il a réussi à passer un des bras par-dessus la tête. Cette fois-ci, l'avant-bras, il est mieux placé. Il est sous le menton. Hein. Il est sous le menton. S'il va joindre ses deux mains, c'est fait, visiblement. Waouh, c'est pas bon ça. C'est bien en place même, attention. C'est étonnant qu'il le laisse. Il l'a laissé. Et puis là, Ramos, il a laissé. Et là, c'est dur, il faut taper, ça y est, c'est fini. Waouh. Oh, l'erreur de Ramos, enfin, erreur. Bon, faudrait revoir toute l'action au ralenti, mais. Il défendait bien, puis à un moment, il a arrêté de défendre. Et l'avant-bras était placé sous le menton. Et il se fait siffler. Je pense qu'il va pouvoir débloquer la situation assez facilement, Pinto. Ça y est, il est reparti à distance. Coup de coude, encore une fois. C'est le chemin le plus court. Et là, il peut être arrêté assez rapidement, Diniz, maintenant. Parce que là, il trouve pas de solution pour sortir. Il prend des coups très durs. L'arbitre le rappelle à l'ordre. On va avoir une deuxième clim, là, Antoine. J'ai l'impression. Parce que là, il prend les coups, il défend plus. Et il n'a pas de solution. C'est bon, on peut arrêter le combat, ça va se terminer. C'est le carnage. Et ça plaît pas au public. 2 défaites brésiliennes consécutives. Et voilà, on en a eu des belles images. Petite pause sur MC Sport 1, mais on est toujours avec vous sur Twitch, les amis, pour vous faire gagner les 20 € de free bet offerts par Winamax. Vous connaissez le jeu. Guess the KO, devinez le KO. On vous présente les images filtrées. Vous mettez le nom du combattant qui a mis ce KO dans le chat. Le premier qui s'affiche dans notre chat à nous, c'est ça la règle, repart avec les 20 € de free bet qu'on lui enverra avec les petits chuchotements. J'ai mis du temps à le trouver tout à l'heure. Je me suis fait l'exercice. Continue, il est. Continue. Non, en plus, il n'a pas dit le bon. Non, pour l'instant, on est bien. Il n'y a personne qui a trouvé dans le chat. C'est peut-être plus vers ce moment-là où tu vas trouver. Contino ne peut pas gagner, de toute façon, il est banni. J'ai décidé que c'était fini pour lui. Laissez Contino. Non. Est-ce qu'on va avoir pour la première de l'histoire du Fighter Club CD personne qui trouve Mystic Matt, c'est bon. Je suis content, bon, Mystic Matt. Il repart avec les 20 €. Envoie un petit chuchotement au compte RMC Sport. Il a même donné le fight, oui, c'est bon, voilà. Merci, Toujours Mystic. plus les prouveurs. C'était à 2 minutes 37. Voilà, deuxième round. On va en reparler de ce fight parce que ce sera tête d'affiche la semaine prochaine à Vancouver avec Badon Fioro, les amis. En tout cas, bravo et merci de vous prendre au jeu, le chat. On ne vous oublie pas. Merci d'être avec nous, de nous accompagner dans tous ces moments. Vous êtes là en direct, ça fait plaisir parce qu'il est tard le dimanche et d'habitude, beaucoup de gens dorment à ce moment-là. On va avoir, les gars, je vous le dis en avance, on va avoir du très très lourd qui arrive. Ça, on parlera des Contender Series, etc. Ouais. Il y en a, Arnaud, il est sur PS4. Ah ouais. il a du ping. Frérot, ça va? Ouais. Il est arrivé Arnaud, il est déjà. Il est déjà 22h chez lui. Alors, on a commencé à 22h30. Arnaud, si j'ai une petite connexion en plus pour Arnaud, voilà, on va se motiver. Ouais, il n'est pas chez SFR, lui. De retour dans le Fighter Club Sunday sur RMC Sport, les amis. On vient de terminer la page UFC et maintenant on va se poser la question, mais comment est-ce qu'on fait pour rentrer à l'UFC? Je sais que vous le savez tous, bien évidemment. C'était pour placer les Dana White Contender Series qui sont de retour dans la nuit de mardi à mercredi prochain, 1h du matin. C'est le dernier épisode de la saison. Il y a moyen d'égaler le record de signature de l'UFC via les Dana White Contender Series. Pour ça, il faudrait 5 signatures, je crois. 5 pour égaler, 6 pour dépasser. Pour battre. Attention. Ouais, pardon. C'est mon esprit statisticien. Je rigole, il va me mettre une Kimura là en sortant, j'ai vraiment pas envie de vivre ça. Les Dana White Contender Series, donc c'est ce tremplin, il faut impressionner le patron, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'émission. Donc en général, les combats sont très engagés, tellement engagés que cette semaine, on a peut-être vécu le plus beau fight de l'histoire du MMA. On passe les images, après je laisse le chat et je laisse le plateau réagir à ça. Ok. Non, là, il y a le... Ah si, on peut parler dessus, pardon. Désolé, Jaito, tu vois, cette fois-ci c'est moi et j'ai fait le show et voilà. Ça se retourne contre moi. Mais t'as regardé celui-là? C'était une guerre totale. Ouais. C'était une guerre totale. Je sais pas, il y a eu combien... J'ai oublié son nom, mais celui en bleu, il a pris je sais pas combien de genoux dans la tête, dans le corps. Volokdin, pardon. Sans bouger. Sans bouger. Il avait un trou dans le crâne, il était encore là.
C'était vraiment, tu sais, if he dies, he dies. Ouais. Il meurt, il meurt. Il est resté bon. Il est resté debout. C'est du 61 kilos, Alpha, on le disait tout à l'heure. Ceux qui arrivent, c'est quand même très énervé aussi. Hein. Ouais, c'est solide. Après, là, tu vois qu'il est quand même vachement ouvert. Face à il est vachement. Je pense qu'il se fait. Mais c'est parce qu'il a dit, bon, là, j'y vais, il y en a un qui doit tomber. Les deux, ils sont déconnectés. C'est la première fois que Dana White, à la fin du combat, il a dit, les deux sont signés, allez à l'hôpital. En gros, il a annoncé à la fin, avant la fin de la soirée. C'est incroyable, là, c'est la mitraillette. Il était déjà debout au deuxième round, Dana White. Ouais, non, mais c'était incroyable. Ouais. Face à lui, c'est Adrian Luna Martinetti, hein, parce qu'on a les noms qui sont masqués. L'Équatorien contre le Russe, et le Russe solide. Il a tenté comment on appelle ça, comme Geji il fait là, Rolling Thunder. Ouais. Il l'a tenté et ils nous ont régalé. C'était vraiment de la violence pure et dure. Ça aurait pu être un... Il n'y a pas de garde, il n'y a rien, c'est que du cœur. Ouais. À un moment donné, il n'y avait plus de skills. Il se disait, je vais aller respirer un peu, non. Non, il est resté là. Et regarde, il a pris 65 coups dans la tête, 42 dans le corps, il était toujours là. Et c'est lui qui était le plus dangereux. Avec 107 coups, et on n'a même pas encore les coups qui sont aux jambes, qui sont masqués. Ouais, ils en pouvaient plus, c'était vraiment. C'est que le début du troisième round. Hein. Après, ils se touchent, mais ils vont retourner quand même. Hop là. Un vrai dogfight. Hein. Après, moi, ce genre de fight, je suis pas très fan. Ouais, bah en tant que fighter, j'imagine. En tant que spectateur, c'est un déjà, peu... techniquement, c'est pas ouf à Jojo. Mais au début, c'était technique. Et surtout pour l'intégrité physique. Ouais, non, c'était des combats comme ça, t'en fais combien dans ta carrière? Ils ont perdu 10 ans de vie, là. C'est bien de s'appeler à Dana White, c'est bien, mais du coup, l'organisme, comment il accepte ce genre de fight, quoi. Lui, il est content, c'est ce qu'il cherche et pour le coup, il va récompenser tout de suite. C'est bien, il faut les récompenser, mais moi, je suis pas très fan. Ah oui, il a donné un bonus aussi. Ouais, c'est la première fois qu'il a donné un bonus au Dana White. Premier bonus de l'histoire des Dana White. Ouais, mais allez à l'hôpital vite. Voilà. Non, moi, donnez votre argent. Non, mais si. J'espère qu'ils changeront leur manière de combattre parce que c'est pas viable. Là, ça va. Tu vas pas faire une longue carrière comme ça. On fait pas une longue carrière avec des combats comme ça, quoi. Non. On va regarder le bilan de cette soirée parce que ça, c'est un peu, voilà, c'est ce qui a explosé parmi d'autres superbes combats. 6 nouvelles signatures sur cette soirée. Ça ne fait qu'enchaîner semaine après semaine. Donc, vous a parlé d'Adrian Martinetti, Marc Vologdin, Luis Felipe Diaz. Imanol Rodriguez, c'est vraiment une pépite. Chez les moins de 57 kilos, Diaz chez les 84 kilos, Fernandez 93 kilos et on a Zinoukov c'est pas mal. Chez les 60. Magomed Zinoukov aussi, c'est n'importe quoi. Nul, hein. Il est incroyable, lui. Franchement, il a un striking edit. Il est de la team Makhachev. Ouais. Il est avec Khabib. Franchement, très, 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 très fort. Toi, c'est qui que tu as le plus envie de suivre à l'UFC ou même toi, Alphonse, il y en a un qui t'a intéressé? Magomed. Son fight, il avait un pied-point de fou furieux. Ouais. Record de lutte. On n'a même pas vu plus que ça, mais à chaque fois, ça combinait bien. C'était puissant. C'était tout le temps des coups variés. Franchement, c'était vraiment beau à voir. Makhachev sur la relève des 70 en mettant. Chanko, il est très très fort, c'est son surnom. Ouais. Et c'est une petite star d'internet maintenant parce qu'il y a un petit mème sur lui avec Magomed. Ouais, parce qu'en fait, les mecs, ils l'appellent John Pork. Ouais, en fait, c'est parce qu'il a dit, c'est Islam avec son accent, il a dit Chanko et les gens, ils ont compris John Pork. Et c'est resté, il l'appelle comme ça. Ça a fait un petit mème. Un peu, ouais. Voilà, et genre, il y a déjà des edits sur lui, sur tous les réseaux. Tu disais percer, des fois c'est sur un truc à la con. Des fois sur un truc tout débile, tu peux percer. Et par contre, Imanol Rodriguez, il est vraiment fort. Je l'ai pas vu ce fight. Il est vraiment fort. Une anglaise de Mexicain et il lutte de Dagestanais trop fort. Et, team Daniel Cormier pendant le TUF, je l'avais déjà découvert là-bas. Une anglaise magnifique. Vraiment, mais vraiment il n'a pas combattu à la ligue là, qui est à Miami. Là. Combatté global. Il n'était pas au combatté parce que Si, il vient de là-bas, après il a fait le TUF. Voilà, parce que ça c'est le... Mais tu vois, je le savais même pas, mais il a le style d'un mec du combatté global. Ah, tu l'as dit comme ça au hasard? Non, mais j'ai posé la question parce que vraiment, il a le style d'un mec du combatté global. C'est-à-dire que le combatté global, ça lutte un petit peu. Décollez-vous tout de suite. Non, il rigole même pas. Les consignes, elles sont très claires. On décolle et ça castagne. Non, le combatté global. Mais par contre, quand on sort de ce genre de ligue, vous êtes assuré que les mecs, ils vont vous donner du spectacle. Et en plus, c'est vraiment... Et c'est les hommes et les femmes là-bas au combatté.
le niveau en anglaise, il est incroyable. Là-bas, franchement, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez le combat global, ça vaut vraiment... C'était anciennement sur MC Sport, beaucoup de combattants latinos, et puis on sait qu'il y a un gros héritage boxe anglaise dans beaucoup de pays latinos. Non, c'est pas des grosses KT, mais 57, 61, 66, oh là 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 là, c'était des boucheries. Il y avait peut-être sur 12 combats, il y avait 10 finishes, 11 finishes. À chaque fois, sur chaque carte. Non, c'était incroyable. Même la carte, elle était... la cage, elle est belle. Il faisait des combats, tu vois, 600 coups, 800 coups significatifs. Ça n'avait aucun sens ce qui se passait. Je me rappelle toujours, Taylor et Antoine, ils regardaient, ils disaient, attends, il y a eu autant de coups, là. Ils avaient des capteurs, je pense qu'ils étaient un peu déréglés, tu vois. Non, moi, j'achète. Hein. Moi, je crois en leur propagande. On rappelle, les Dana White Contender Series, c'est en exclusivité sur RMC Sport. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, franchement, ne ratez pas le dernier épisode, c'est la semaine prochaine. Ça va encore une fois s'envoyer. Vous avez les replays qui sont disponibles de cette soirée qui est mémorable. On va passer à un autre type de show, puisqu'on va passer au KSW, Alphan. Et tu connais bien ce show, bien évidemment, puisque tu es combattant là-bas. On le rappelle, plus grande organisation européenne. Production monumentale. Et on va se rendre à nouveau chez les Tchèques, j'allais dire en République tchèque, c'est un peu plus poli. La catégorie de 61 kg, le champion aujourd'hui, c'est Sébastien Piebisch. C'est ChatGPT qui m'a dit ça. À chaque fois que tu m'impressionnes quand tu dis les noms polonais, parce que moi, j'arrive pas. Ah non, il y en a, on la base, parce que j'ai eu la chance d'aller là-bas. Tout ce qui était écrit ne se prononce pas comme c'est écrit. J'ai eu des belles surprises. Ton combat, il sera retransmis gratuitement sur YouTube, RMC Sport Combat et sur la chaîne Twitch. Je serai aux commentaires avec Kabir, je te le dis tout de suite, donc ne ratez pas le combat d'Alphan. Tu es de retour pour la deuxième fois en République tchèque. Aujourd'hui, tu es 10e de la catégorie. Déjà, comment ça se passe au niveau de la prépa? Comment tu te sens? Bien, là c'est la fin, donc je suis fatigué, forcément. Mais maintenant, cette semaine, on va récupérer. Après, j'ai fait une bonne prépa, donc j'ai un bon game plan en tête. Franchement, tous les voyants, ils sont ouverts. Il n'y a plus qu'à y aller et perdre le poids déjà. Parce que ça, faut le faire. C'est le premier job, c'est hyper important, on le rappelle encore une fois. Mais bon, là, je suis bien pour l'instant. Et puis après, il n'y a plus qu'à y aller, puis faire le fight et se faire plaisir. Pour les gens qui ne se rendent pas compte, tu me le disais tout à l'heure en off, tu bois 8 litres d'eau par jour, là. Parce que tu sais, pour les gens d'Orbos, il faut se rendre compte à quel point c'est. C'est dur. Hein. Et 8 litres d'eau par jour, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est dur. T'as une piscine dans le corps, c'est quoi? Il n'est pas ballonné. Moi, je me dis, mais tu dois avoir le bide comme ça, à un moment, c'est compliqué. L'organisme, il s'habitue au bout d'un moment. Donc ça veut dire que le corps réclame même. C'est pire que ça, le corps, il réclame. Mais 8, c'est beaucoup. Il doit vraiment passer sa vie aux toilettes. C'est un peu ce qu'il disait en fait. Déjà, moi j'en bois 5, c'est un cauchemar, mais alors 8... c'est dur, hein, toute la journée, tu bois, tu te jettes toutes les 10 minutes, c'est horrible. On rappelle aussi tous ces sacrifices justement pour arriver au poids et qui fait partie du job. Tu penses quoi de ton adversaire, là, de cette nouvelle opposition? Écoute, c'est un mec qui a eu un gros parcours amateur. Il a une trentaine de combats en amateur. Après en pro, là, il est à 5-2. C'est plus un mec de l'anglaise qui va attendre et contrer. C'est un profil intéressant qui va être chez lui et tout. Donc j'ai hâte de le prendre et de montrer ce que je vais faire. Je voulais revenir avec toi parce que la dernière fois que tu combattais en République tchèque, c'était une soirée qui était assez difficile pour les combattants français. Tu n'étais pas tout seul, il y avait Nassim Belouachi. Malheureusement, vous êtes tous les deux inclinés. Est-ce que tu as modifié des choses après ça? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as ressenti aussi face à l'opposition de Polichuk, qui était un gros gabarit? C'était un gros gabarit. Il était, ça se voit là, même sur les images, il était épais comparé à moi. Mais du coup, dans les modifications, c'était en février, j'ai fait un gros cycle de force, où du coup j'ai pris aussi de la masse musculaire entre-temps et pour qu'il y ait moins d'écart du coup sur ce style d'adversaire. Du coup, ça rend pas le coaching un peu plus difficile? Après, vu que j'ai plus de masse musculaire, et je transpire plus aussi. Vu qu'avant, j'étais très sec, donc j'avais du mal à perdre au sauna. Et enfin, je perdais au sauna, mais je perdais moins que d'autres personnes. Et là, du coup, le fait d'être plus musculaire, vu que le muscle est gorgé d'eau, je vais perdre plus facilement. Je transpire plus à l'entraînement. Parce que beaucoup de gens pensent que les gens gras ils ont beaucoup plus de facilité à perdre de l'eau, mais non, c'est les gens qui sont très musclés qui perdent beaucoup plus. Comme Paulo Costa, par exemple. Exactement, c'est ce genre de physique, ils n'ont aucun problème. Je repense aussi à Jordan Zebo qui perdait à la Fight Week, il arrive et
il a peut-être 7-8 kilos. Et il dit non, c'est bon, ça va le faire. Et le mec, il rate pas. Ibrahim Amané aussi. Ibrahim Amané aussi, pareil, ils arrivent, ils font 86 kilos. Et on est à c'est la Fight Week. Et ils doivent faire 77. Donc moi, j'avais peur pour eux, parce que je me disais, comment vous faites ça, les gars, et tout, vous m'impressionnez. Mais c'est une question d'habitude, et le corps perd beaucoup d'eau. Après, il faut bien l'hydrater, il faut bien préparer les choses, parce que les gens pensent, quand on leur dit qu'on va boire et qu'on va perdre de l'eau, ils pensent on appuie juste sur un bouton et l'eau, elle descend, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là où ça cause problème quand c'est pas bien préparé, surtout, c'est pour récupérer. Parce que la réalité, c'est que perdre, souvent, on y arrive, mais à quel prix et comment, en fait? Parce qu'il y a des zones, par exemple, si on reste trop longtemps au sauna, il peut arriver des fois que l'eau qu'on a qui hydrate le cerveau, et ça sèche aussi un petit peu. Et ce qui fait que quand on prend un coup qu'on n'a pas l'impression qu'il est compliqué, enfin qu'il est dur à prendre ce coup-là, là, le cerveau vient cogner la boîte crânienne et c'est le trou noir, quoi. Adesanya Pereira 2. C'était son coaching le plus dur. Et donc, ça, c'est des facteurs auxquels il faut faire vraiment très attention, parce que c'est bien que tu expliques ça. C'est une durée de vie qu'on nous retire. Et ça, c'est pas un jeu. Ça fait partie du sport. L'intégrité physique est souvent mise en jeu. Donc, le cutting plus la performance le lendemain, il faut vraiment faire attention. C'est très important. On va revoir des images. C'était ta dernière victoire au KSW également, parce qu'on rappelle, tu fais partie du top 10 de la catégorie. C'était le fight face au numéro 3. Donc, il y a encore de bonnes opportunités qui peuvent se présenter à toi là-bas. C'était face à Bortolzi, combattant en Suisse, je crois. Ouais, c'était au dernier c'était au premier KSW Paris. C'était un bon combattant. On avait fait une belle guerre sur 3 rounds. J'avais pas réussi à l'éteindre, je voulais absolument, et c'était pas passé. Après, du coup, j'ai gagné à la décision, mais je lui avais mis des bons coups et malheureusement, il tombait pas. Bon, on espère que tu vas nous gratifier d'un finish, du coup, ce week-end là, en République tchèque. J'espère aussi. Là, j'ai pas encore mis de finish au KSW depuis que j'y suis, donc j'ai à cœur de mettre mon premier finish là-bas et de. On souhaite, en tout cas. Merci. Et on vous invite à tous suivre ce combat, bien évidemment, puisque je vous rappelle qu'il sera diffusé gratuitement sur la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, RMC Sport Combat. Ne ratez pas ça, c'est à partir de 19h. On va conjurer le sort ensemble, Alphan, t'inquiète. C'était moi qui étais déjà aux commentaires sur le dernier. Donc là, vas-y, on va se hyper, on va bien crier, t'inquiète pas. Avec plaisir. On va passer à la suite, on va parler de toi, Damien, du coup, qui va combattre en Suisse, justement, Warrior Night Championship. C'est ce week-end sur RMC Sport, enfin c'est samedi prochain, samedi 18 octobre, à partir de 20h30. C'est une belle carte et tu vas disputer la ceinture de champion des moins de 66 kilos. Il y aura également Gleison Tibau, qui est un vétéran de l'UFC pour la ceinture des moins de 77 kilos. Pour toi, c'est son premier combat dans cette organisation. Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de l'adversaire? Parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui a un très beau palmarès. C'est ça, l'adversaire, il a un très beau palmarès. Il a combattu pour la ceinture du Bellator déjà. Il a combattu l'année dernière pour le tournoi du PFL Monde. Donc il a vraiment il a un très bon niveau. Hein. C'est pas quelqu'un qu'on a choisi par hasard, entre guillemets. Il est bien classé aussi mondialement. Il est 60e mondial. Okay. Donc voilà, c'est aujourd'hui, je ne veux plus perdre de temps. Il faut avancer. C'est des adversaires que j'estime à mon niveau. Donc il n'y a qu'une raison de le savoir, c'est combattre et les battre, tout simplement, comme j'ai fait avec mon dernier adversaire qui venait de sortir de l'UFC. Donc non, il y a une belle opposition. Il fait un peu de tout, boxe, sol et lutte. Donc après, voilà, je pense que mon style, j'ai un bon style, le style qui ne lui va pas trop. Mais on aura la réponse. C'est pas une science exacte, comme je dis toujours. Mais on va avoir la réponse samedi soir prochain. Pourquoi cette organisation en particulier? Parce qu'il y avait cette opportunité d'avoir gros palmarès plus grosse ceinture, justement. Et on sait que dans les classements mondiaux, ça fait un peu bonus x2 quand c'est comme ça. C'est exactement ça. C'est des opportunités c'est une bonne opportunité qu'il y avait à prendre, que j'ai accepté directement. Et une ceinture plus accrocher un bon adversaire, c'est magnifique pour moi. Donc c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Je ne vais pas esquiver un sujet avec toi. Aujourd'hui, tu es actuellement suspendu par la FLD. Ça va se terminer en avril 2026.
Ouais. C'était une affaire... Février de février, ouais. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, c'était même, je pourrais dire, surmédiatisé. Est-ce que tu penses que ça a été surexposé pour toi par rapport à d'autres combattants, justement, cette suspension? Bah, bien sûr que si, ça a été, un bouc émissaire. Ça a été surexposé, surtout qu'aujourd'hui, moi, si je triche ou je me dope, j'ai pas de problème avec ça que je serve d'exemple. C'est on joue, on perd et voilà. En l'occurrence, c'est pas le cas. Parce que je suis juste malade et j'ai juste pris mon traitement, qui est de la ventoline, hein, et qui ne peut pas, à moi, étant asthmatique, m'aider à augmenter mes performances. Ça, c'est avec avis médical de pneumologue, bien évidemment. Donc aujourd'hui, voilà, j'avance, parce qu'il faut pas... J'avais 2 solutions à ce moment-là, où c'était choisir la facilité, arrêter le sport, prendre 40 kilos, ou continuer à m'entraîner. Bien évidemment, mais la deuxième solution, c'est toujours la plus compliquée, mais c'est ce que j'ai continué à faire. Aujourd'hui, j'arrive en fin de suspension en France et je vais pouvoir probablement, en tout cas, je vais faire en sorte être sur 3 victoires d'affilée, une ceinture, être bien classé mondialement, alors que j'étais suspendu. Je trouve que c'est exceptionnel. Et justement, après ça, est-ce que, par exemple, recombattre pour une organisation française, c'est quelque chose qui t'intéresse? Tu as déjà des trucs en tête? C'est quelque chose qui est prévu. J'ai déjà été approché par des organisations qui voilà, mais en tout cas, il y aura une suite directement, ça c'est sûr. Et la question qu'on se pose, parce que je sais que tu en avais déjà parlé aussi, est-ce qu'on pourrait revoir des combats légendaires face à Amin Ayoub? Parce qu'on sait qu'il y avait cette grosse rivalité entre moi, je veux. Moi, je veux. Ouais. Ça, c'est un truc que je veux. Moi, je veux. Il est en train de te faire une petite truquette. Là, je hype. Moi, prends mon argent, tu veux ma carte, tu veux quoi? Tu prends Apple Pay ou pas? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que là où je dois aller après... Il y a deux, en tout cas, on pourra se rencontrer. Ok. Donc voilà. J'aime bien. Voilà. Prenez mon argent. Non, il n'y a aucun problème là-dessus. On avance, c'est tout. On avance et voilà, la prochaine étape, c'est samedi prochain. Et après, on va pouvoir discuter du reste après ça. RMC Sport Live 3, les amis, Anthony Sterpini, Kabir Bourane qui seront aux commentaires. Vous suivez ça, ça va être un bel événement. Yacine Bouganem également sur la carte. C'est exactement ça, ça va être vraiment un très bel événement. C'est le 3e événement qu'ils organisent. La première fois, ils ont commencé voilà, normal. La deuxième, c'était en collaboration avec le Brave. C'est un très bel événement aussi. Et là, du coup, ils se sont mis seuls cette fois-ci. Et en plus de ça, on a la chance que ça puisse passer sur RMC. Donc c'est magnifique. C'est vraiment... ils ont fait encore un step supplémentaire. Et je pense vraiment que ça va être un bel événement. Vraiment, il y a des... Sans te couper la parole, il y aura des beaux combats. Il y a beaucoup de Français qui combattent sur la carte en plus de ça. Donc c'est une bonne chose. Donc franchement, je pense vraiment que ça va être un bel événement. 2 ceintures, 2 belles oppositions. C'est sur RMC Sport. Merci en tout cas de ta transparence sur ces sujets-là. Comme la semaine dernière, on va vous parler d'une ligue qui est ultra spectaculaire et que vous pouvez suivre tous les vendredis gratuitement sur RMC Sport. C'est le One, bien évidemment. Et tu connais l'exercice, Jalito. On regarde les images sans les connaître à l'avance. On réagit sur le plateau très naturellement. Allez, ça part les amis. On va regarder ça parce que le One, en général, ça s'envoie un peu dans tous les sens. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un up kick, voilà, magnifique. Non, le One, c'est très très violent. Quelque chose, ouais. C'est très violent. Très très violent. On rappelle, c'est beaucoup sous-estimé quand même ici, comparé à ce que c'est réellement. En Europe, c'est quand même beaucoup sous-estimé, je pense. Oui, bien évidemment. Les KT, elles sont vraiment solides. Ouais. Ah non, là-bas, là, c'est compliqué, One. Ça a tout changé. Mais déjà, ça a changé le Muay Thai. Tu tombes sur un mec, tu le connais pas, il a 500 combats de Muay Thai, 250... Non, mais c'est très compliqué. Tu te dis, là, 2-0 en MMA, tu te dis, ça va bien se passer. Pas du tout. Bouge pas. Il y a les bonus, donc il y a beaucoup mais regarde, mais l'arbitre, c'est incroyable. Et franchement... les mecs là, il y en a, franchement, je vois des trucs, il y en a, ils m'ont l'air chargés, mais comme. C'est la Thaïlande. T'achètes du Doliprane. Il y en a des fois, je les vois, ils se prennent des high kicks. Les mecs qui sont là, ils font.
Lui, il a pas fait ça. Hein. Lui, il est tombé vraiment. Ouais. En tout cas, pour le spectateur, c'est vraiment une ligue. Regardez, je ne serai jamais déçu. Par contre, c'est spectaculaire parce que franchement, il y a des chaos de l'espace. Ouais. Tous les vendredis, 14h30, après quand il y a les changements d'heure, ça varie un petit peu sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat tout le temps. Parfois sur la chaîne Twitch RMC Sport aussi quand il n'y a pas d'autres programmes sur la grille. On se fait rapidement les événements à suivre sur les antennes RMC Sport. Il y aura également un bel UFC du côté de Vancouver aux États-Unis. Vancouver aux États-Unis. Il y a un Vancouver aux États-Unis. Parce qu'il y a toutes les villes là. Derrider contre Brendan Allen. Allen qui peut faire un beau braquage, s'il arrive à stopper Rainier Derrider, ça peut être compliqué. Si Allen fait ça, il rend un service mais immense à Mansour, donc carrément, moi je suis pour Brendan Allen. Mais ça m'étonnerait quand même. On est d'accord. Tout le monde là. Après, c'est pas une science exacte comme je dis toujours. Mais ça fait beaucoup d'activités quand même pour Derrider. Et surtout le combat de Manon Fiorot, les gars. Exactement, surtout que c'est ma partenaire d'entraînement et franchement, je pense que ça va le faire. Elle s'est bien préparée en plus au Tristar. Donc voilà, ils ont apporté 2-3 petites modifications après son combat qui est passé. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Elle est beaucoup plus revancharde, elle s'est bien préparée. Et elle a repris goût et là, franchement, je pense que ça va être un beau spectacle. Elle disait, elle a envie de régaler le public, de faire le spectacle, justement. C'est juste après la soirée du Warriors Night Championship, donc il y a moyen de se faire un bon petit enchaînement. Exactement, sans quitter RMC donc, Sport. Voilà, on va essayer de faire un 2-sur-2 là pour le Boxing Squad ce week-end. Ouais, ça peut être magnifique. Nous, on va se retrouver avec Jalito vendredi 17 octobre. On va se régaler parce qu'il y aura l'AEC qui sera diffusé gratuitement en intégralité sur Twitch et sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat à partir de 18h30. Pour vous rappeler, l'AEC, c'est l'une des organisations qui fait les plus belles oppositions du MMA amateur, qui découvre aussi les pépites du sport, qui leur permet de briller. On peut penser à Patrick Abiora, Paul Denam, mais il y a encore plein d'autres noms, à Moriwa Kozabo, Baptiste Duragra, bien évidemment. Les deux coéquipiers. Qui seront main et co-main event, mais il y aura encore plein de talents à découvrir du côté du Mans. Et on vous attendra aux commentaires avec Jalito, qui va faire sa première au com chez RMC Sport. Et ça, c'est aussi un événement. Pro debut. On va mettre ça sur Pro debut, et puis après, les gars, J-15, enfin J-14, en tout cas, le compteur est lancé pour la double soirée. Le retour de Bakary Samaké en boxe dans la salle Marcel Cerdan à Levallois face à Alejandro Ortiz. Je sais que t'aimes bien quand je le dis comme ça. Ouais, parce que t'es à moitié mexicain. Exactement, je le rappelle à nouveau. RMC Sport Live 2 à partir de 21h. Et enfin, ce grand rendez-vous face à l'histoire pour Cyril Gane, l'UFC 321 à partir de 20h30 sur RMC Sport 1 pour la ceinture de champion du monde des poids lourds. Est-ce que Cyril Gane pour sa troisième Spoiler alerte ou pas? Cyril Gane va gagner. Voilà, ok. Voilà, c'est découpé, c'est prévu. Moi, c'est ce que je pense aussi. On rappelle, carte préliminaire gratuite à partir de 18h, les gars, sur Twitch. Il y aura de très, très, très beaux fights. Donc, ne manquez pas ça. Si vous ne connaissez pas, ça va vous donner envie de regarder la suite, c'est sûr. Et avant ça, je vous rappelle qu'on a un banger disponible sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat. C'est le film Cyril Gane face à l'histoire de Romain Pougeot. Je vais vous laisser avec un extrait, mais je vais vous remercier tous dans le chat d'avoir été aussi nombreux, tous les abonnés qui nous regardent, tous ceux qui sont sur la chaîne 33 des Box SFR. Merci à toi, Jalito. Merci à toi, Sacha. C'est encore un kiff. Et puis merci à Alphand, Damien. Bonne chance pour vos fights le week-end prochain. KSW aussi, on le rappelle, bien évidemment. 20h30, RMC Sport Live 2 de mémoire. Donc ne manquez pas ça. Et on regarde l'extrait tout de suite. Bonne soirée à tous, les amis. Et bombardez les pouces bleus et commentaires sur le replay YouTube. Bye.